Vars. Célèbre pour sa station de sport d'hiver, cette commune de montagne a comme beaucoup d'autres été transformée par l'industrie du tourisme au milieu du XXe siècle. Cependant, l'histoire des montagnards qui l'habitent remonte à plusieurs siècles. Moi, mon père, je m'en souviens très bien, a vendu cette dernière bête dans les années 60. À partir de ce moment-là, il n'a vécu que par rapport au tourisme. Il y a tellement eu de gros changements qu'on n'arrive même pas des fois à savoir si c'était possible un changement comme ça, quoi. Découvrez comment ces hommes et ces femmes se sont adaptés à l'hostilité de la montagne jusqu'à aujourd'hui. Depuis le recul des glaciers quaternaires, l'homme a colonisé la montagne pour y trouver de nouvelles ressources. À ce jour, plusieurs découvertes attestent que le col de Vars est fréquenté depuis l'Antiquité. Parmi ces découvertes, l'on peut citer la nécropole de Perrotte, non loin de Guillestre, ou encore celle de Panacelle, découverte en 1848. Alors à Panacelle, oui, il y a eu des recherches sauvages à la grotte de Panacelle. Mais sur Vars, s'il y en a qui ont trouvé des choses, ils ne le disent pas, hein. Il faut chercher davantage, quoi. Il n'y a pas eu tellement de recherches. La commune de Vars comporte plusieurs hameaux. Certains ont été désertés au siècle dernier. Aujourd'hui, nous pouvons en citer 4 principaux. Vars Saint-Marcellin, le premier village que l'on croise en arrivant de Guillestre. Alors ça, si ça s'appelle Saint-Marcellin, c'est à cause de Saint-Marcellin. Parce que les noms d'églises sont donnés par rapport aux saints du coin. Vars Sainte-Marie, le chef-lieu. Vars Sainte-Catherine, ou la fortune, qui tire ce nom d'une allégorie grecque liée à l'abondance. Cela est sans doute dû à l'ensoleillement exceptionnel du site. Et enfin, le hameau le plus récent, Vars-les-Clos, le centre-station, qui fut créé dans les années 1970. Au clos, il n'y avait qu'une maison. Il était seul dans les clos. Pas hier, ça, hein. Cependant, nul ne sait dire quel hameau fut bâti en premier. Ah, les premiers villages, on ne sait pas. Les archives de Vars, il n'y a pas grand-chose. Le dernier, c'est à partir de 1700, hein. Enfin, 1692, disons. 1695, puisque ça a été détruit avant. En 1692, Vars connaît le pire moment de son histoire, avec le passage des armées du duc de Savoie qui pillent, incendient et détruisent les villages. Profitant de l'exode de la population dû à la révocation de l'édit de Nantes, le duc de Savoie en profite pour envahir le Dauphiné. Nos anciens nous disaient qu'ils avaient tué tous les hommes. Et il paraît que dans la commune, ça aurait fait plusieurs centaines de veuves. Parce qu'ils les avaient tous tués, asphyxiés dans l'église, là. En l'année 1692, cette communauté fut pillée, sauvagée et entièrement brûlée par les ennemis de l'État. Extrait du Parcellaire de Vars, 1716. Mais on ne peut comprendre le duc de Savoie que si on commence par le commencement. Les protestants, à ce moment-là, ou se convertissaient, ou étaient expédiés aux galères. Une fois que nos villages ont été bien vidés, n'est-ce pas, de leurs protestants, un beau jour, le duc de Savoie, qui avait une dent contre son cousin Louis XIV, a décidé de rentrer en France. Bon, alors,
le plus gros de la troupe est passé par le col de Vars. Il y en a qui sont passés par le Queyras. Et ils ont pris Guillestre très facilement, détruit Guillestre, Embrun, pareil. Et là, notre pauvre duc de Savoie est tombé malade et ils ont fait demi-tour. Mais en faisant demi-tour, ils ont repassé le col de Vars et ils ont achevé de détruire toute la commune. Et seulement le pays a été vidé complètement pendant certainement au moins 2-3 ans. Au mois de septembre, il n'y a pas de récolte, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de maison. Qu'est-ce que vous voulez faire au mois de septembre à Vars? Attendez que la neige tombe. Hein. Au début du XIXe siècle, Napoléon Ier est chaleureusement accueilli dans les Hautes-Alpes à son retour de l'île d'Elbe, où il était en exil. Sur son testament, il assigne au département des Hautes-Alpes un legs de 50 000 francs. Avec cette somme, Napoléon III bâtit des refuges de montagne, dont celui de Vars, en 1856. Napoléon avait, quand il est revenu pour les 100 jours, avait traversé des endroits difficiles. Alors il a pensé aux difficultés des montagnards et il a prévu dans son testament la construction, un don pour construire, je crois que c'est 11 refuges. Il n'y en a que 6 qui ont été construits, dont celui de Vars. Les routes n'avaient rien à voir avec ce que c'est maintenant. Alors il y a bien eu pendant des siècles ce qu'on appelait les hospices, ou les hôpitaux. Il y en avait un à la Madeleine, au col, côté Ubaye, puis il y avait la Madeleine en descendant sur Guillestre. Mais ça n'existait plus, il n'y avait plus les moines pour les entretenir. Donc c'était logique de construire un endroit pour se réfugier. Eh bien, il y avait une seule personne, c'est encore une parente, même un peu une parente à nous, une cousine, pour l'anecdote, voilà. Elle est restée là-haut parce qu'il fallait tenir ce refuge ouvert. Parce qu'il y avait des passages, mais pas réguliers, pas tous les jours. Il suffit de passer peut-être quelqu'un une fois ou deux par mois, ou des fois même peut-être pas. Il fallait être là-haut pour, s'il se trouvait coincé par la neige ou par... Alors la femme qui était là-haut, elle restait là-haut, elle vivait là-haut, et elle avait un chien. Et ce chien, il faisait le courrier. Oui, le chien faisait le courrier. Quand elle avait besoin de quelque chose, elle attachait au collier du chien un mot pour son mari qui était à Sainte-Catherine, et le chien, elle lui disait va. Il venait. Il te racontait, toi. Il venait tout seul. Et lui, il le renvoyait là-haut. En 1881, sous la Troisième République, Jules Ferry rend l'école gratuite et l'instruction obligatoire. Alors, vous voyez, les anciens que j'ai connus, puisque j'ai 91 ans, eh bien, ça remonte très loin. Alors, à cette époque-là, l'école était payante. Et c'est là qu'après, les populations, même reculées, ont pu s'instruire un peu, si on peut dire. Et voilà. On a appris à lire, à écrire et compter. Tout simplement pour être dans le départ de la vie, pour savoir suivre la vie comme elle se présente. Les lois de Jules Ferry ont bouleversé les idées et les comportements, surtout dans les villages isolés. Le programme est simple, apprendre à lire, écrire et compter. Et pour savoir lire et écrire le français, encore faut-il le comprendre. À l'époque, beaucoup d'enfants parlent le patois. En rendant l'enseignement du français obligatoire, l'école a pour mission de permettre à tous les habitants de parler une même langue sur l'ensemble du territoire. Sur les guerres, parlons un petit peu,
de ce qu'on a connu, qu'on a appris, puisqu'on n'était pas né. Mais par exemple, la commune de Vars a été une des communes du département à avoir le plus d'enfants morts au champ d'honneur, au pourcentage. Et vous voyez, parce que tous ces enfants des montagnes, c'était les troupes de choc en 14-18. Ben, à la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a pas été la même chose. Après, il y a eu beaucoup de jeunes et des moins jeunes, parce qu'après ils avaient dissous l'armée, la guerre était pratiquement finie, mais on était occupés. Et pour cette occupation, on avait 20 ans et on a été mobilisés pour faire de la résistance à l'intérieur. C'est pour ça que les Allemands étaient attaqués de part et d'autre par des groupes qui... On avait un chef, bien sûr, et ils minaient les ponts pour leur interdire des fois la circulation, pour les empêcher d'aller attaquer ailleurs, aussi ou là, quoi. On ne les a pas fait sauter, heureusement, parce qu'à ce moment-là, ils prenaient des otages, puis ou alors des fois ils brûlaient les villages quand il y avait des choses comme ça. Alors là, sûrement qu'à la Libération, ça a été une drôle de vie, quoi, puisqu'on a fait ça jusqu'à ce qu'après, il y a eu les débarquements en Normandie, puis qu'il y a eu les débarquements sur la Côte d'Azur. Voilà. Après le désastre des deux guerres, la commune de Vars subit le fléau de l'exode rural. La population, qui vit essentiellement de l'agriculture, a du mal à faire face à la pauvreté, et la plupart des jeunes partent vers la ville pour y trouver du travail. Les parents qui étaient beaucoup dans le besoin envoyaient des enfants de 12-13 ans travailler chez des gens commerçants qui étaient à Marseille, à Lyon ou à Paris, et puis les jeunes filles au service dans les commerces, des fois pour faire le ménage, des travaux comme ça, puisqu'ils n'avaient pas de l'instruction. Parce qu'on vivait simplement en bloc, pas en bloc, mais enfin, au cœur du village, tous ensemble. Je me demande même des fois pour les enfants qui avaient l'intelligence de continuer les études, comment ils devaient faire à l'époque. Alors beaucoup partaient parce qu'ils étaient conseillés par les parents, ça les mettait un peu en sécurité. Mais si tu veux prendre mon fils, il a mettons 13 ans ou il a 14 ans, bien, tu le prendrais chez toi, tu seras un peu responsable qu'ils ne fassent pas des bêtises, mais ils sont travailleurs, on les a éduqués pour qu'ils soient honnêtes et puis travailleurs, et ils allaient travailler là, mais des fois longtemps chez ces gens-là, parce qu'ils étaient en confiance. Le propriétaire du commerce les aimait beaucoup parce que c'était des travailleurs qui ne regardaient pas les heures. Pour faire face au départ de la population, les habitants de Vars se tournent alors vers une nouvelle économie, le tourisme. Ça a tout changé après, automatiquement. On n'a plus vécu pareil. De toute façon, les choses sont faites petit à petit. Parce que là, le peigné, il date de 1937. Les gens du pays étaient à la base des agriculteurs, des paysans. Et il a été très difficile de leur dire que du jour au lendemain, on allait modifier leur comportement, qu'on allait vivre uniquement du tourisme. Chacun avait quelques bêtes, on vivait comme ça. Et après, petit à petit, ça a commencé dans 60, peut-être pas en 60, mais juste après, quand les clos sont un peu construits. Là. À un moment donné, l'engouement a fait qu'on a pris conscience qu'on pouvait faire de l'agriculture et à côté, on pouvait vivre d'une autre économie qui allait pouvoir fixer les gens au pays. C'est-à-dire certains allaient devenir moniteurs, certains allaient travailler aux remontées mécaniques. La première année, j'ai travaillé aux remontées mécaniques. Au peigné, là. Il y avait les peigniers, il y avait la maille et l'écuelle. Moi, je travaillais là. Et comme j'étais assez bon skieur, le responsable de la station, c'était Antanasio, qui était directeur de l'école de ski et un peu chef de la station, reprenant la station. Il m'a dit, il faut qu'on
mettre quelqu'un chef de piste. Si tu veux le faire, je dis pourquoi pas. J'ai commencé tout seul. Et à l'époque, quand j'ai commencé, j'étais seul. Bon, je m'occupais un peu des balises, je ne pouvais pas damer, tout seul. Puis après, petit à petit, on était plusieurs, on damait en ski. Les investissements en remontée mécanique, déjà tout ce qui était communication, tout ce qui était réseau, demandait des investissements importants. Donc, au fur et à mesure que ces investissements étaient nécessaires, il fallait essayer de créer de nouveaux lits qui viennent soutenir un petit peu les dépenses effectuées par la commune. Et donc après, ça a permis de développer davantage les remontées mécaniques. C'est un peu l'immigration différente. Avant, du temps des anciens, on partait vers la ville, et là, ce sont ceux qui sont partis vers la ville qui venaient se réinstaller et reprendre attache avec leur commune. Et donc, ce qui permettait également de fixer des foyers et d'avoir de nouveau des naissances et des enfants qui puissent fréquenter l'école de Vars. Et c'est ainsi que dans les années 1970, il y avait quand même une centaine d'élèves à l'école de Vars. Et c'était vraiment une réussite. La station de Vars, de toute façon, est une réussite. La neige, depuis le milieu du XXe siècle, est devenue la première richesse de ces villages de montagne. À tel point que l'on en oublierait presque qu'autrefois, les hivers étaient craints et redoutés. On a même fait des pizzas hier. Ah, c'est bien ça. C'est une bonne idée. On le fait pour la fête du village, des villages, quoi, ou la fête du pain, on l'appelle comme on veut. C'est obligatoire, parce que le pain, il le faisait une fois par mois, l'été. Et l'hiver, c'était 6 mois. En Valais, c'était difficile déjà au niveau accès, surtout l'hiver. Puis bon, ça coûtait cher. Tandis que là, ils se fabriquaient leurs grains, leur farine. Il y avait un moulin à Sainte-Marie, mais c'est déjà dans l'ancien temps. Ça. Combien on en prend des crustaux? On prend 2 pains pour nous. Et on se faisait notre pain, on se récoltait nos céréales, voilà. La différence qu'il y a d'aujourd'hui, que le four banal, on le fait tourner un jour ou deux, le 14 juillet, le 15 août, pour un peu montrer la réalité aux touristes qui viennent en vacances à cette époque-là, vous voyez. Autrement, c'était ça, la vie. C'est une spécialité de Vars parce qu'à l'époque, nos mamans travaillaient beaucoup et elles n'avaient pas le temps de faire beaucoup de cuisine. D'ailleurs, on n'avait pas pour faire beaucoup de bonne cuisine comme soi-disant on fait maintenant. Et voilà. Hein. Et ma foi, c'est simple à faire, mais il faut du temps.
Comme disait ma maman, il faut une génération pour apprendre à faire les pâtes, les crostons. Alors, on met 1 kilo de farine, parce qu'à l'époque, on se faisait de la farine. Alors, la farine de froment était très bonne, la farine de blé peut-être un peu moins. Et puis, voilà, c'est ce qu'on utilisait, des œufs, donc des œufs de la ferme, quand il y en avait. Et puis de l'eau et du sel. Voilà, c'est tout ce qu'on avait besoin pour faire. Puis après, bien sûr, le rouleau, et puis pétrir la pâte, tout ça, c'était tout un travail. C'était le plat unique. On n'avait ni entrée, ni viande souvent, ou alors un peu de cochon, des morceaux de pas grand-chose, quoi. Et ensuite, un peu de fromage, de la fabrication de la maison. Des tomes fraîches, ou alors des fromages qu'on laissait à la cave mûrir et qui étaient bleus, d'un bleu naturel qui était d'une friandise, je ne vous dis pas, pour assaisonner les pâtes, pour assaisonner. On ne connaissait pas ce que c'était que les fruits. Une orange à Noël, et puis encore pas toujours. C'était tout simple, mais c'était la vie, comme ça. Voilà. Parce que pour dire juste un petit détail de ça, c'est que dans toutes les fermes, il y avait un petit atelier de menuiserie. Et tous les anciens, ils se faisaient leur vaisselier, ils se faisaient leurs chaises, elles étaient faites comme elles étaient faites, leurs tables et les armoires dans les chambres, et j'en passe, vous voyez. On a fait la maison, on n'est pas maçon. On a fait le toit, on n'est pas charpentier. Alors, ces habitants de Vars, ces paysans, ces agriculteurs-là, ils ne savaient rien faire, mais ils se faisaient tout. Voilà. Pour Vars, comme pour de nombreuses communes de montagne, la qualité de vie s'est améliorée grâce au tourisme et à ses activités. Les témoins d'une autre époque, pourtant pas si lointaine, sont encore là. Et si vous tendez l'oreille, peut-être entendrez-vous une de ces histoires que l'on se racontait autour du feu lors des veillées d'antan. On fait tout et on ne sait rien faire. Voilà la définition.